Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et après avoir attaqué au niveau des vidéos qui étaient un peu hors sujet de la chaîne, ben, je poursuis avec les shows que j'ai réagi, que je viens de voir. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, ben, c'est le show d'AEW. Donc AEW Révolution 2025. Donc c'est dans ce show auquel on va parler. J'espère que je vais pas trop m'éterniser trop dans le pré-show, donc le fameux countdown 0 hour. Mais bon, de toute façon, je vais aller vite fait comme ça, quoi. Alors, le premier match du pré-show, c'est un match par équipe entre Commander et Hologram, qui est accompagné par Alex Abrantes, contre Lee Johnson et Black Christian. Victoire de Commander et de Hologram, parce que ce match-là, j'ai pas eu trop d'intérêt. Comme les autres d'ailleurs, je vais pas vous mentir, mais voilà tout. Normalement, on devait avoir un match de championnat Ring of Honor entre Chris Jericho contre Gravity. Et d'ailleurs, je me demande comment, où, quand, pourquoi ce match a eu lieu. Qu'est-ce qu'a-t-il fait Gravity pour avoir une opportunité à son titre? Je vous le demande, je ne comprends pas l'intérêt. Eh bien, même, même ce qui est ajouté dans la carte en elle-même, j'ai même pas compris du tout. Clairement, pas du tout compris l'intérêt pourquoi ce match est sous la carte, même si c'est le pré-show. Parce que le match ne va même pas démarrer, que Chris Jericho va attaquer Gravity et qu'il y a Bandido qui va venir à sa rescousse pour sauver Gravity, qui s'est fait au passage démasquer. Mais bon, on s'en bat les couilles, je préfère pas en parler. Donc le deuxième match, entre guillemets, n'en était pas un. Le deuxième match, en revanche, il a eu lieu. C'est encore un match par équipe, mais de 8 personnes. The Undisputed Kingdom, donc Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly, et de Daniel Garcia, qui ne font pas partie du clan, mais qui est avec eux, contre la Shane Taylor Promotion. Promotion, pardonnez-moi, pas promotion. Euh, Petite rivalité qui n'a, on va dire, aucun intérêt malheureusement. Et j'étais pas hyper investi en ce match-là. Pourtant, j'adore les gars, hein. J'adore Daniel Garcia, j'adore Roderick Strong, j'adore Kyle O'Reilly, j'adore Adam Cole. Mais comment vous dire, ça m'a pas tellement emballé. Et dans la Shane Taylor promotion, on a évidemment le leader Shane Taylor, euh, Carly Bravo, Lee Moriarty et le capitaine Sean Dean, donc dans les infanterides. Dans la chaîne Taylor Promotion, évidemment. Mais bon, c'est victoire de l'Undisputed Kingdom et de Daniel Garcia. Tout simplement, malgré les petites tensions qu'ils avaient entre eux. Le troisième match, encore un match, mais de 3 personnes. Alors, la conglomération, donc équipe composée d'Orange Cassidy, Mark Briscoe, et également de The Big Boom AJ, qui est accompagné par son fils The Big Justice, et leur petit partenaire Rizzler, auquel on avait vu dans le Full Gear. Qu'ils ont affronté Johnny TV, qui est accompagné par Taya Valkyrie, et qui fait équipe aussi avec MXM Collection, donc Mansour et Moson Madden. Eh bien, c'est victoire de la conglomération, voilà, sans plus ni rien. Maintenant, je passe à la carte principale, auquel là, il y a eu du bon. Il y a clairement eu du bon, et ça, je vais vous le citer. The Eggman Adam Page, donc le pendu Adam Page, contre Maxwell Jacob Friedman, donc MJF. Un match qui était plutôt sympa, qui était plutôt bon, même s'il n'y a pas trop d'histoire entre les deux, si ce n'est que bizarrement Adam Page devient le gentil de l'histoire. Et c'est un petit peu étrange de le voir dans cette position alors qu'il n'y a pas si longtemps, il avait tourné heel et qui s'était pris à Christopher Daniels. Et là, bizarrement, comme par hasard, il devient gentil. Quelque part, j'ai pas trop compris, et d'ailleurs, je ne comprends pas le booking de la EW de vouloir faire ça.
Ça, c'était un peu ce que je voulais en dire dans mon avis tranché, mais vu comment j'étais un petit peu perplexe, un peu perdu, un peu à l'ouest, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Mais peut-être que je l'ai dit. Euh, il s'est passé plein de trucs dans le match, même des tentatives de tricherie de MJF, vu comment c'est un heel carrément vicieux. Donc il a voulu essayer de faire chuter Adam Page, mais sans succès, car le bourreau en phase de rédemption est quand même parvenu à battre MJF, que ce soit avec sa Birdshot Lariat ou alors sa fameuse genre de prise qu'on porte en Alabama Slam, pardonnez-moi. J'ai un petit peu le hockey, mais en genre de stomp. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça a l'air tellement efficace. Du coup, voilà, vous avez compris, c'est victoire de Adam Page qui a le dessus sur MJF, tout simplement. Ensuite, le cinquième match, parce que j'ai peut-être pas dit les numéros de match. Donc, on a eu le premier, ensuite le deuxième, le troisième, et maintenant le quatrième, maintenant le cinquième. C'est un match féminin pour le titre TBS entre Mercedes Moné contre Momo Watanabe. Pareil, ce match-là, il n'y a pas d'histoire, trop d'histoire. De toute façon, il n'y a aucune histoire de dit, de fait, si ce n'est que affronter une personne pour affronter une personne de manière normale comme ça au pif. Selon moi, il devrait avoir une historie pour que ça fonctionne le mieux. Bref, pourtant, c'est rare que j'apprécie autant Mercedes Moné, même si elle m'a pas non plus trop convaincu. Peu importe ce que je pourrais sûrement dire. Mais après, Momo Watanabe, même si elle est personne bah, à la EW et que c'est une personne dans le circuit indépendant, notamment au Japon, est-ce que ça peut fonctionner, avoir l'effet? Bref, je n'ai clairement, mais clairement aucune idée de comment on va dire ils ont su, on va dire en arriver ici à avoir un tel match sans histoire, si ce n'est que faire du match pour faire du match, un titre en jeu pour mettre un titre en jeu. Ok, au moins j'aurais tout appris. Bon après, est-ce que c'était nul à chier? Pas tant que ça, parce qu'après on va penser que je déteste Mercedes Moné, alors que je ne déteste pas Mercedes Moné, c'est juste que j'aime pas comment elle, elle se revendique et elle se vend d'être l'une des meilleures lutteuses de la planète. Enfin, lutteuse, oui, mais à ce point-là que les autres, non, je pense pas. Mais bon, vous avez peut-être compris, euh, il y a eu quelques bonnes choses, mais c'est Mercedes Moné qui a eu le dessus sur Momo Watanabe. Donc c'est Mercedes Moné qui obtiennent la victoire, tout simplement. Maintenant, match numéro 6. Et c'est pour être le challenger numéro 1 au titre du monde de la EW entre Swerve Strickland, accompagné par le Prince Nana, contre Ricochet. Alors, il faudrait que je coupe un petit peu et je repoursuis. Oui, je poursuis la vidéo. Euh, comment je pourrais, on va dire, résumer tout cela? Alors, peut-être que je pourrais le dire, mais ça va être un petit peu foireux, mais de toute façon, grosso modo, je vais quand même le dire. Alors, tout est survenu quand Ricochet décide de faire un heel turn sur Strickland, mais pas en attaquant directement, mais plutôt en le trash-talkant. Et du coup, ben, ça fait de Ricochet un putain de trou du cul auquel tu te dis, mais putain, c'est vraiment quelqu'un auquel j'ai quasiment envie de le détester, et que c'est évidemment le cas. Euh, j'ai découvert il y a quelques jours, enfin ouais, je crois quelques jours, bah, que quelque part on dirait qu'il ressemblait un petit peu à Andrew Tate. Même si je l'avais peut-être dit dans une des vidéos, mais bon, je m'en souvenais pas forcément. Mais vu comment je viens de redécouvrir pour en avoir le cœur net, je me suis dit, ok, ah bon, c'est...
Je le savais pas, je le savais clairement pas. Et c'est vrai qu'en voyant la photo, je me suis dit que la ressemblance est frappante. Alors bien sûr, je peux vous dire que j'ai dû un petit peu me renseigner sur ça. Et je me suis dit, ah ouais, ok. En vérité, ce mec est un gros FDP à faire des drôles d'affaires pas très jojo. Et du coup, ben, c'est sûr, on peut clairement pas dire du bien de Andrew Tate. Donc voilà, pourtant je le connais à peine, à part que j'ai regardé et vu son passif, à ce qui paraît, il aurait fait des arts martiaux mixtes, notamment le Muay Thai, et qu'il s'est lancé dans les affaires auxquelles il aurait escroqué, fait des proxénètes, ou, comment dire, de manière politiquement correcte, commis des actes vie à des personnes, à ce qui paraît. Donc, j'ai été un petit peu surpris, mais de toute façon, je me dis, de toute façon, tous les êtres humains sont pas tous parfaits. Je ne suis pas, vous n'êtes pas, on n'est pas tous parfaits. Mais bon, eh ben, je crois que c'est peut-être à cause de ça que Ricochet s'en est inspiré bah, du personnage d'Andrew Tate, à s'habiller pareil, à s'habiller de manière à ce qui paraît classe, un peu comme lui. Et c'est vrai que lorsque tu donnes le micro à Ricochet, c'est vrai que t'as peut-être pas envie d'entendre ce qu'il dit parce que de toute façon tout n'a quasiment pas de sens. Ou encore, on ne sait pas ce qu'il veut forcément en dire, même si il sait où est-ce qu'il peut en dire, justement. Euh, mais en fait, c'est une manière stratégique de détester Ricochet, comme avec le fait qu'on lui a balancé du papier toilette, et auquel on avait tous adoré. Et du coup, ben, ça menait à des représailles, un coup de ciseau dans la figure, du massacre, massacre pour massacre. Swerve Strickland a riposté, et il a eu sa vengeance grâce à ça. Ensuite, comment pourrais-je le dire bah, moi, Ricochet, quand il prend le micro, on n'est pas forcément, on va dire, très bien emballé, très bien, on va dire, servi. Même si le but c'est de nous énerver, et d'ailleurs ça fonctionne tellement bien que ça marche. Surtout quand il fait son fameux cri de... Je sais même pas si c'est lui qui l'a inventé ou c'est Date qui l'a fait, mais ce fameux cri de... Ah, auquel ça m'énerve un petit peu. Donc voilà tout. Et ce que j'en ai pensé du match, eh ben, c'était bah, un match comme tous les autres, normal, mais avec de la brutalité dans les prises. Et auquel, ben, à chaque moment, est-ce que Swerve Strickland peut réussir à en venir à bout de Ricochet? Est-ce que Ricochet peut venir à bout de Swerve Strickland? Telle est la question. Euh, Pas mal de prises, et un petit peu de trash talking aussi, parce que Ricochet n'en manque pas une de trash talker Swerve Strickland. Après, j'avais pas trop compris pourquoi Prince Nana retournait en coulisses. On s'était dit, ah ça y est, c'est la fin de l'association Nana Swerve. Et que maintenant, bah, Swerve devrait compter sur le public à scander son nom. Et parmi dans le public, il y avait, je crois que c'était sa maman à Swerve Strickland. Et quand Ricochet le remarque et vient de voir, eh bien, il s'est peut-être dit, ah, je vais peut-être un petit peu trash-talker la maman de Swerve pour voir ce qu'elle va en penser. En le disant sûrement, hé Mama Swerve, tu vois ton fils, je vais le démolir, je vais l'éduquer comme il se doit, entre autres. Mais heureusement que Swerve Strickland ne va pas se laisser, on va dire, martyriser sous les yeux de sa mère, et j'espère que c'est sa mère, en tout cas. Eh bien, il revient en force, pas mal de prises échangées, surtout au niveau de la table des commentateurs, auquel ben, Swerve il va effectuer la prise de Homicide et aussi la prise que faisait également The Hurricane. C'est The Dakop Killa de Homicide, mais on sait que c'est un Verd Breaker.
Donc, Swerve Strickland fait un Vertebreaker sur Ricochet, et c'est quand même une prise assez dangereuse, notamment à propos de la tête, mais aussi des épaules et le dos. Donc, tout ça, c'est hyperment brutal, et auquel ben, ils vont aller jusqu'au bout de leur match pour terminer comme il se doit. Et c'est ce que je pense ils vont réussir à faire. Et que à un moment donné, ben, Prince Nana arrive parce que je crois qu'il lui avait volé euh, lui-même sa propre veste qu'il avait donnée à Jimmy Rave. Je m'explique. À ce qui paraît, Jimmy Rave, donc il portait la veste de The Embassy, auquel Prince Nana était le chef dans les années 2000 et un petit peu dans les années 2010. J'espère que je ne raconte pas de n'importe quoi, je l'espère. Mais c'était lui le chef. Et auquel ben, Prince Nana avait donné la veste à justement à Jimmy Rave. Et à ce qui paraît, j'ai entendu dire, et ça c'est un petit peu triste de l'apprendre, à ce qui paraît en 2021, oh, j'arrive pas à rester concentré, mais attendez, attendez, je vais peut-être venir. Donc oui, je repoursuis là-dessus. Alors je disais, à ce qui paraît, en 2021, Jimmy Rave serait entre guillemets décédé. Et ça, c'est une information auquel je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était décédé. Je croyais qu'il était encore en vie, mais non, il est décédé. On lui avait, à ce qui paraît, amputé les deux jambes, à ce que j'ai entendu dire. On lui avait amputé les deux jambes, soit parce qu'il aurait de la diabète ou je sais pas comment je pourrais dire, mais entre autres, ben, on lui avait amputé les deux jambes et il était décédé. Et auquel c'est assez triste, rien à y penser. Bon après, j'espère qu'ils mettent pas l'histoire de Jimmy Rave en avant dans la storyline parce que ce serait une histoire assez morbide. Je vais pas vous mentir, mais là, il n'y a pas d'histoire entre Jimmy Rave ou l'histoire de Vest, etc. Là, c'est question de orgueil entre les deux hommes qui se détestent. Et évidemment, Prince Nana lui arrache la veste à Ricochet, qui distrait Ricochet. Malgré la distraction, il se relève avec des swerve stomp, swerve kick et j'en passe. Mais Swerve Strickland va en venir à bout de Ricochet avec sa prise dont il a quand même remporté ben, les matchs. Je crois que c'est un genre de backflip, backbreaker. Je pense que c'est ça. J'espère que je dis bien ça d'une bonne manière, ou alors, même si c'est pas le nom de la prise, faut dire, il y a tellement de noms des prises que je suis moi-même de trouver une nom parce que c'est pas forcément évident, mais on va appeler ça comme ça. Donc du coup, vous avez compris, c'est Swerve Strickland qui bat Ricochet pour devenir le challenger numéro 1 au titre de John Moxley. Ou alors, qui sait, de Cope, de j'en passe. Mais bon, on va y venir là-dessus. Voilà. Match numéro 7. Pour le titre continental de la EW, Kazuchika Okada contre Brody King. Pareil, rien à dire, pas d'histoire. Comment c'est arrivé? Je comprends pas, il n'y a pas grand chose à citer, si ce n'est que affrontement pour affrontement. Brody King, c'est on va dire entre guillemets pris de ses propres ailes pour voir d'autres horizons, de d'également d'affronter d'autres personnes auxquelles ça l'intéresserait, notamment Okada, et j'en passe des noms. Eh bien, il veut un titre à son palmarès, un titre qu'il n'a jamais remporté, et c'est le titre continental. Et au sujet de Kazuchika Okada, même moi j'étais persuadé qu'après leur match entre lui et Will Ospreay, il serait un minimum plus sérieux. Non, c'est toujours le même vieux Okada. Le Okada qui fait des fuck à tout vaille, qui fait semblant de pas comprendre, qui est un peu, on va dire, un peu guignolo sous les bords. Je vais pas vous mentir. J'aurais préféré qu'il y aurait du changement, mais rien n'y faire. Et pourtant, dans ce match-là, il était bon, il était brutal.
Mais il y a d'autres matchs auxquels ça peut succéder, hein. Je peux vous le dire. Tout simplement, oui, il y a eu des bonnes choses à, à montrer, à citer, entre autres dans le thème du genre. Mais finalement, ce n'est pas le yinche de l'enfer qui va réussir à battre Okada, mais le Rainmaker qui va réussir à battre le chien de l'enfer. Donc le yinche, le clébard, le toutou, le perro, ce que vous voulez. Bref, Okada bat Brody King, donc voilà tout. Et il conserve encore le titre. Donc pour moi, il n'y a aucun suspense là-dessus. Donc je préfère vous le dire, il n'y a aucun suspense. Et voilà tout. Maintenant, match numéro 8, match par équipe pour le titre du monde par équipe de la AEW. The Earth Syndicate, donc Bobby Lashley et Shelton Benjamin, accompagnés par Mantel Van Tervius Sporter, donc MVP, contre The Hot Runners. Donc les Hot Runners qui sont Turbo Floyd et True Magnum. Entre autres, les Mega Powers du pauvre, avec Hulk Hogan du pauvre et Randy Savage du pauvre. Voilà comment je pourrais faire ce petit résumé envers eux. Mais malgré tout, les Mega Powers du pauvre ont eu une chance pour affronter les champions par équipe, vu comment ils avaient battu une autre équipe pour l'obtenir dans un match de Challenger numéro 1. Donc voilà, ça, ça annonce directement ce que je voulais peut-être en dire, même si c'est pas évident. Et auquel ben, ils vont affronter le Earth Syndicate. Est-ce qu'ils ont une chance de les battre? Spoiler, non. Parce qu'il y a eu il y a eu des bonnes interactions avec le public, avec les gens qui chantent We heard people, we heard people. Donc on blesse des gens, on blesse des gens. Vous connaissez maintenant ce que je voulais en dire. Et que, c'est, je pense, on va dire, l'effort de trop pour les Hot Runners. Ils ont voulu essayer de battre les Earth Syndicate, mais c'est le syndicat de la douleur qui en viennent à bout des Hot Runners. Et du coup, je le dis sans pression, c'est victoire de Lashley et de Benjamin. Tout simplement, c'est eux qui conservent les titres. Je pense qu'on va peut-être pas tarder, je sais pas combien de temps on va voir Cédric Alexander arriver à la EW. Après, j'espère qu'ils vont mieux l'utiliser, parce que si Shelton Benjamin et Bobby Lashley sont mieux utilisés, eh bien j'espère pour Alexander. Même un Lio Rush dans l'équipe, je dirais pas non. Je dirais clairement pas non. Mais bon, espérons que ça pourra le faire. Et je l'espère de tout cœur, et je le dis bien de tout cœur, peut-être qu'il y a moyen de changer ce que je voulais dire sur mon avis tranché sur la EW, la Ring of Honor. Même si la Ring of Honor est un petit point noir dans le booking auquel c'est mal fait, la EW a peut-être moyen de le sauver. Que ce soit la EW même ou la Ring of Honor, mais rien n'est sûr. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais j'espère qu'il y a moyen de redynamiser en positif, clairement. Je l'espère de tout cœur. Et, euh, et voilà quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce match-là, si ce n'est que je passe au match numéro 9. Et c'est un Hollywood Ending. Et c'est un match où les tombées peuvent se faire n'importe où dans l'arène. Pour le titre féminin de la AEW, donc en simple forcément, The Timeless Toni Storm contre la Glamour, la Dame des Enfers, Maria May. Alors, est-ce qu'on peut dire c'est l'une des meilleures rivalités féminines de la AEW depuis l'année dernière? Parce que forcément, il s'en est passé des segments assez, assez surprenants, un peu choquants, mais surprenants, et que on veut faire exactement remonter le couvercle, de faire revenir Toni Storm en mode timeless, et que ça va forcément mieux marcher que prévu, parce que je peux vous dire que l'histoire de Toni Storm en mode nouvelle n'était pas, on va dire, n'était pas crédible selon moi.
parce que selon moi, elle était pas crédible en mode, en mode je suis nouvelle, c'est la première fois que je suis ici. Alors que t'avais déjà remporté un titre mondial, donc meuf, dis pas n'importe quoi. Mais bon, ça c'est son côté un peu, un peu comédienne. Mais bon. Tellement que on n'a pas eu la présentation des deux catcheuses et le titre, que ça a commencé tambour battant, la fleur au fusil, en étant à voir le feu aux fesses, que ça a commencé à se brawl directement sur la rampe d'entrée, avec le portrait de Maria May qui a foutu en sang Tony Storm, et que maintenant ils veulent en régler des comptes. Vu comment on sait que Maria May avait battu Tony Storm chez elle à Londres, enfin à Wembley en Angleterre, enfin de toute façon l'Angleterre c'est chez elle, donc elle était chez elle forcément, à All In, et après ben, à Grand Slam, donc en Australie, c'est Tony Storm qui a eu sa vengeance sur Maria May. Et maintenant, ben, on remet le couvercle pour un troisième round. Et j'espère que c'est le troisième round final. En tout cas, je l'espère, parce que faut dire la rivalité était quand même bonne, un peu gênante, mais bonne. Donc je peux le dire, il était bon malgré la gênance. Il y a eu des tas de choses, des objets auxquels j'ai même pas besoin de trop en citer, parce que c'est un petit peu tentant à trop dire, et auxquels je préfère dire les plus originales. Même si Maria May avait foutu en sang Tony Storm presque au début, et il faut dire que les femmes n'a tellement pas eu de temps que ça a parti tellement vite auquel on se dit putain ça démarre fort, j'ai pas le temps d'être concentré à propos de ça. Donc bien sûr il a foutu Tony Storm en sang. Tony Storm malgré le sang elle riposte, elle repousse les limites et elle provoque la colère de plus en plus de Maria May, même si elle a le dessus à propos de ce match. Et ce qui va se passer aussi, pardonnez-moi, c'est qu'elle va prendre des bandages. On se dit pourquoi tu mets des bandages? T'as déjà des bandages au poignet. Qu'est-ce que tu fais en vrai? Eh bien, elle met les bandages et elle va sortir. Je crois que c'est, je sais même pas si on peut appeler ça un plat hygiénique pour le champagne, parce qu'il y avait des verres cassés et verre de champagne évidemment cassé. Et je me suis dit peut-être que c'est moi où ils vont faire un peu comme dans le film Kickboxer. Parce que dans Kickboxer, Tang Po et Jean-Claude Van Damme vont se battre avec de la résine et des verres pilés dans les bandages, et auquel ça pourrait être sanglant. Eh bien, entre Maria May et Tony Storm, ils ont fait exactement comme dans Kickboxer. Donc, style JCVD style et Tangpo style. Donc, même si c'était sur un bandage, donc des morceaux de verre sur un bandage, et d'ailleurs, petit tacle à Jack Perry, you know what this is? This is real glass. Donc, cry me a river. Donc, tu veux savoir ce que c'est? C'est du vrai verre. Va chialer. Quand il s'adresse à CM Punk. Eh bien là, même si c'était sur un bandage et que Maria May a suivi le mouvement, eh bien, ils, ils ont, on va dire, donné quelques jabs à coups de bandage en verre pilé. Et que c'est vrai que c'est très très sanglant. Et ce n'est pas non plus la bonne stipulation possible. Enfin, ce n'est pas la stipulation auquel on pourrait dire est-ce que ça a sa place à la EW? Normalement, oui. Vu comment le côté hardcore ça leur parle. Bah, malgré qu'il y a eu les tas de morceaux de verre et des coups de jab, etc., bah, ça s'est encore poursuivi en menant Maria May, en la faisant saigner, tellement que ça saignait, tellement que c'était un petit peu dégueulasse à voir, un peu difficile à regarder, et que, on va dire, tout simplement, les matchs féminins auxquels ça peut être hardcore et que c'est sanglant,
bah moi me choque pas tellement. Et c'est un truc auquel on ne verra peut-être jamais à la WWE. Enfin, il y a déjà eu des femmes qui ont saigné, mais telles que les femmes viennent de faire, et même d'autres personnes auparavant avaient déjà saigné, c'est un truc auquel on ne verra jamais à la WWE. Je le dis de façon pensée, hein, pas de manière subjective, mais c'est un petit peu la vérité. Un petit peu, je dis bien. Donc voilà. Ça se poursuit, tac 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 tac, des coups à l'extérieur. T'as t'as Tony Storm qui va s'emparer de ce fameux chaussure à talons auquel ça lui appartenait et auquel il est taché de sang. Et elle va l'utiliser pour frapper Maria May avec. Donc bien sûr, elle veut faire saigner comme elle. Donc Maria May avait fait saigner Tony Storm l'année dernière, je crois, l'année dernière. Et qu'elle veut le faire payer pour l'avoir trahi et auquel elle veut l'effectuer. Alors, il va avoir l'exécution, mais après, un peu de riposte de la part de Maria May, et ça va se conclure au-dessus de la table, et auquel Tony Storm va effectuer un Storm Zero Pile Driver, et auquel elle va se coucher sous le corps inerte de Maria May, et pas le corps lourd comme un cheval mort, ne sait plus s'il existe encore. Petite référence à Johnny, donc dans la musique que je t'aime, au passage. Mais bon, elle se couche sur Maria May et elle remporte la victoire. Donc, vous avez compris, c'est victoire de Tony Storm qui a su battre son ancienne élève, entre guillemets élève, un peu amourette, entre guillemets, et que malgré la douleur, malgré le sang, elle est venue à bout de son élève, tout simplement. Et là, c'était excellent. Beau que c'était très hardcore et très sanglant, mais c'était plutôt bien. Voilà, je dis que c'était plutôt bien. Voilà tout. Je vais couper un petit peu, après on repoursuit, ne vous inquiétez pas. Maintenant, match numéro 10 pour le titre international de la EW. Donc Kenny Omega contre Konosuke Takeshita, accompagné par Don Callis. Et le match était plutôt pas mauvais, vraiment pas mauvais ce match entre Omega et Konosuke Takeshita. C'était du bon catch un peu technique et rude à la fois. Même si on va pas se mentir, euh, on va dire que Kenny Omega, certes il n'était pas très présent l'année dernière pour raison de santé, vu comment il a failli mourir à cause de sa diverticulite. Et auquel on s'est un petit peu inquiété sur son état de santé, on s'est un peu inquiété notamment s'il va tenir le coup, s'il va encore rester là pour lutter. Donc on s'est posé énormément de questions, même moi je me suis posé des questions, et au fin de compte il est revenu euh, plus fort que jamais, vainqueur comme il se doit, enfin je dis ça comme ça, même s'il avait fait équipe avec Will Ospreay. Ça a marqué un petit peu le coup auquel il pourrait possiblement venir au top. Même si, objectivement parlant, et du point de vue auquel je peux voir, Omega n'est peut-être plus, certes, en grande top de sa forme comme il était autrefois, lorsqu'il a commencé à percer au Japon. Mais, euh, mais ce que je pourrais en dire à propos de Omega, même s'il n'est pas au top qu'avant, il tient encore la route. Même si je pense qu'il devrait un peu se calmer au niveau des prises un peu trop risquées. Selon moi, il doit un peu se conserver. Donc, euh, donc voilà ce que je pourrais en dire sur Omega, et auquel j'apprécie à fond. Je l'apprécie plus en plus lui que les Young Bucks. Voilà, ça c'est ma façon de penser. Pour moi, les Young Bucks, ce sont des petits cons. Omega aussi, il peut être un petit con, mais de point de vue, quand il sait très bien catcher, je peux l'apprécier, clairement. Donc pour moi, je veux pas dire quelque chose de méchant sur Omega, si ce n'est qu'il est excellent. Même Konosuke Takeshita, il est très excellent. J'étais persuadé que Takeshita allait détruire Kenny Omega, il allait le détruire.
Mais vu comment les précédents affrontements auxquels Omega et Takeshita se sont fait face, là, on va dire que Omega a, entre guillemets, étudié les fameux tactiques de Takeshita. Donc il a étudié tout ce qu'il pouvait parer, contrer, etc. Donc il a su bah, se diversifier, il a su faire un peu minimum de la différence et que à ce point-là de réussir à battre Konosuke Takeshita parce que le match était très rude et Omega en est venu à bout avec un V-Trigger et un One Wing Angel pour la victoire. Donc c'est victoire de Kenny Omega qui remporte le titre international de l'AEW qui lui manquait dans son palmarès à l'AEW. Alors bien sûr, il avait déjà remporté le titre par équipe de l'AEW, le titre trio, le titre mondial. Je crois qu'il n'a pas remporté le titre TNT et international, il n'avait pas remporté. Et maintenant, je crois qu'il lui manque le titre TNT et ce sera bon pour Kenny Omega. Donc je l'espère. Donc pour moi, c'est un excellent combat. Et on n'en est pas encore fini là. Parce que le 11e match, c'est un match en cage d'acier. Entre Will Ospreay contre Kyle Fletcher. Je pense que ce match-là, je connais Dave Metzler, il va pré-shot à 5 étoiles. En connaissant le bonhomme, c'est probable. Et il va sûrement, et je dis bien simplement, le faire. Parce que je sais déjà d'avance qu'il va le faire. Après les quelques matchs qu'il va faire, je n'en ai aucune idée s'il va mettre la moitié match 5 étoiles. Enfin, une ou deux, minimum. Mais ce match-là entre Will Ospreay et Kel Fletcher, c'est une évidence. Il va lui mettre un 5 étoiles, voire plus que 5 étoiles. Vu comment sa notation est vraiment prévisible. Et je le dis honnêteté, je n'ai pas honte de le dire, sa note est tellement prévisible qu'on le voit à des kilomètres. Pour ceux qui croient que j'ai une haine viscérale envers envers Will Ospreay, j'allais dire Kenny Omega, non, je n'ai pas une haine envers Kenny Omega, et je n'ai pas une haine viscérale envers Will Ospreay, juste que tout simplement, parfois je n'aime pas trop de comment il se comporte, mais bon, tout le monde se comporte tel qu'il soit. Et au niveau de Dave Metzler, je n'aime pas tellement quand il surnote les matchs de Will Ospreay ou de n'importe qui d'autre. Je n'apprécie pas toujours de comment il fait. Ses méthodes sont un peu douteuses. Si ce serait des excellents matchs auxquels on va s'en rappeler des années, là oui, je comprends. Parce que malheureusement, oui, Will Ospreay fait des excellents matchs, hein, avec du Ospreay qui fait du Will Ospreay. Voilà, je vais pas vous le mentir. Mais, euh, mais je pense pas qu'à travers le temps, on va s'en rappeler de ce match-là. Malheureusement. On va s'en rappeler qu'il était bon, mais on va pas s'en rappeler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Malheureusement, on va pas s'en rappeler éternellement longtemps, malgré tout ce que je peux dire. Mais entre lui et Fletcher, c'était excellent. Je peux vous le dire, c'était excellent. Je ne suis pas là pour jouer le suceur, c'était excellent. C'était pas mauvais à ce point-là. Après, est-ce que c'est du pur chef-d'œuvre? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux, ce sont des gros malades. De vrais gros malades. Et auxquels ils n'ont pas hésité à se rentrer dedans, à se mutiler, se martyriser, à utiliser la cage comme il se doit, à leur manière, bien sûr. Et que t'as un Fletcher qui est désespéré à se débarrasser viscéralement de Will Ospreay. Et t'as Will Ospreay qui ne crache pas le morceau, enfin, qui crache le morceau mais qui ne lâche pas l'affaire, mais qui veut à tout prix corriger son ancien partenaire, son ancien ami associé. Donc il veut absolument le montrer l'exemple. À quel point t'aurais pas dû me trahir. Ah vu comment tu aimes me trahir, je vais te trahir également.
et je vais te détruire, je vais te mettre la pâtée de ta vie, tu vas pas t'en relever. Donc voilà comment je pourrais en citer de la part de Will Ospreay à Kyle Fletcher. Il y a eu des objets également. Je me rappelais notamment d'un tournevis, du barbelé, une chaise. Ensuite, il y a Mark Davis, donc qui a fait partie récemment de la Don Callis Family, et que je ne sais même pas si son ascension, enfin son association avec avec Kyle Fletcher, c'est toujours les Aussie Open, qui étaient bah, une équipe de deux personnes, donc Mark Davis et Kyle Fletcher, quand ils étaient à la New Japan, quand Ospreay était le leader de euh, Kingdom Empire, enfin, ouais, Empire Kingdom, je pense. Ouais, on va dire ça entre autres, hein, parce que c'est tellement pas évident de retenir les noms de factions que ça en devient un petit peu compliqué. Voilà, je peux vous le dire. Et que il s'est passé des tas de choses. Et que Ospreay a dû se débarrasser de Mark Davis pour être seul à seul avec Fletcher pour régler ses comptes. Il va avoir des barbelés, il va avoir notamment des punaises. Il va avoir des tas de choses à citer, des tas de choses. Et ce qu'il va faire, Will Ospreay, il va faire un Styles Clash sur Fletcher dans les punaises. Et là, je me suis dit, putain, ça c'est un truc qu'on n'a jamais vu et auquel ça doit faire mal, même par devant. Déjà les punaises dans le dos, ça fait déjà assez très mal, mais dans le bidon, dans le torse, c'est c'est assassin. En même temps, il porte bien son nom, Will Ospreay, en étant un assassin voltigeur. Donc il lui fait ce fameux Styles Clash, mais ça en vienne pas à bout. Les Hidden Blade, les Stormbreaker n'en viennent pas non plus à bout de Fletcher. Et d'ailleurs, même les prises de Fletcher n'a pas réussi à terminer Will Ospreay. Mais dans un moment décisif, je pense que bah, Will Ospreay va se jouer terriblement hardcore, un peu à la manière de Mick Foley, mais il va utiliser le barbelé sur son coude pour faire ce fameux Hidden Blade pour décapiter Kyle Fletcher. Et Kyle Fletcher dit à Will Ospreay, je te déteste de tout mon âme, de tout mon cœur, je te déteste, à un point c'est tout. Eh bien, t'as Will Ospreay qui n'hésite pas à lui faire un Hidden Blade pour décapiter la tête de Kyle Fletcher. Ensuite, il va s'emparer de Fletcher pour le Tiger Driver 19-1. Donc, il va terriblement le tuer. Je peux vous dire tuer Kyle Fletcher. Donc, suite à cette prise, il va réussir à battre Kyle Fletcher. Et que c'est victoire de Will Ospreay. Donc, je suis persuadé que Metzler s'est déjà préparé pour faire son fameux 5 étoiles auquel il pourra citer. Donc, tout semble aligné, je pense. Donc, voilà tout. Maintenant, je passe directement au main event. Et c'est un match simple pour le titre du monde de la EW. Et ce que je peux en dire, c'est que est-ce que c'est le bon main event ou pas? Parce que il y a des réponses, questions auxquelles est-ce que c'est un bon main event? Voilà. Est-ce que c'est un bon main event? Je, je me pose la question. Je, je ne sais clairement pas. Je ne sais clairement pas si c'est un très bon main event. Parce que on sait que Jon Moxley va affronter Cope, donc Adam Copeland, Edge, ce que vous pouvez en dire. Le match est, on va dire, un peu normal jusqu'à ce que il y a eu des interventions de, à ce qu'auparavant on peut dire la petite merde, donc Wheeler Yuta, alors qu'on était persuadé qu'il avait entre guillemets quitté les Death Riders, donc les Cavaliers de la Mort. Ben finalement pas du tout. En même temps, il était présent parce qu'il y avait un ref bump. Les deux catcheurs, donc
Edge et Moxley avaient mis KO un arbitre, donc il y a un ref bump, et du coup, il a toutes ses raisons de venir dans le match et de soit coûter la victoire à Edge, ou alors à son maître John Moxley. Vu comment il laisse sous-entendre qu'il pourrait quitter le Death Riders, mais finalement tout ça n'était que du flanc, n'était que des mensonges. Et finalement, il a fait son choix. Il restera toujours la petite merde de John Moxley. Et il va toujours lui servir d'atout. Et pour ainsi dire, devenir un servant, un faire-valoir au détriment des Death Riders. Et auquel il fait un run-in, il s'associe avec lui. En plus, t'as Moxley qui pense avoir la victoire, mais ce n'est pas fait, vu comment il y a Jay White qui arrive pour démonter Moxley et Yuta. Et sans le vouloir, je pense qu'il a sûrement peut-être fait exprès ou pas du tout. Il prend la mallette auquel il y avait la ceinture à l'intérieur et il voulait frapper sur, je crois, sur Moxley ou sur Wheeler Yuta, mais il se relève, l'un des deux. Enfin, il se retire du chemin et c'est Copeland qui se mange ce fameux coup de mallette. Donc, est-ce que c'était volontaire ou pas? La question peut semer le doute, parfois. Clairement. Donc, ça poursuit, ça ne s'arrête pas non plus. En même temps, il faut dire, les semaines précédentes, Copeland, il s'était débarrassé de Claudio, de Pac, de Shafir. Donc, il était persuadé d'avoir l'avantage psychologique. Et ce n'est pas faux, il avait l'avantage psychologique. Il pouvait le battre, mais je trouve que Moxley, il peut paraître très dominant. Et ça, c'est un petit peu, pour moi, un petit peu problématique. Tu peux être dominant, mais durant un peu là tout le match, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis clairement pas d'accord. Et c'est pour ça auquel on reproche un petit peu à, à Moxley. On reproche un tout petit peu, bien sûr. Donc voilà tout. Euh, Il y a eu des petites interventions. Et au moment où Cope était presque à deux doigts de remporter le titre, parce que il avait enchaîné des Cope Execution ou Execution, il était à ça de remporter. Et finalement, t'as Christian Cage qui arrive, qui lui coûte le match à Edge, donc il coûte le match à Adam Copeland, et que ce qu'il va faire, il va lui donner un coup de contrat en pleine gueule, et il va dire à l'annonce et à l'annonceur et à l'arbitre, comme quoi il veut mettre son contrat en jeu pour le titre de l'AEW. Ce qui est un petit peu bordélique, vu comment le match qui était en 1 contre 1 finit en triple threat. Donc il signe ce fameux contrat, il met son contrat en jeu et il participe au match. Et auquel il va prendre le dessus sur Cope en le faisant inspire, mais ce n'est que compte de 2. Ensuite, il veut utiliser ce unprettier ou kill switch, vu comment on a l'habitude de le dire kill switch. Il va effectuer le mouvement sur Cope, mais Moxley, il a senti un peu le danger et il a cru que son titre allait changer de main. Il se précipite vite fait pour déjà attaquer Christian Cage et le maintenir dans un triangle choke et auquel il va pas lâcher le coup. Il va pas le lâcher, il va le serrer si fort dans ses bras à tel point qu'il va essayer de le faire évanouir Christian Cage. Donc il le serre de toutes ses forces, il veut pas que le titre change de main. Donc voilà, en même temps, même s'il n'apprécie pas forcément ce titre autour des reins parce que voilà, ça faisait un petit peu honte, mais il le met dans la valise. Donc vous avez compris le, le genre de truc auquel je peux dire. Excusez-moi pour le petit coup. Euh, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise que Christian Cage s'est évanoui. Donc voilà, je l'ai dit.
Christian Cage s'est évanoui et Cope ne remporte pas le match ni le titre, mais Jon Moxley le remporte bien le match. C'est un petit peu bordélique, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu bordélique, et en raison d'un truc. Tu as Christian qui arrive sans prévenir, auquel on ne s'attend pas, on l'attendait pas en retour, et de le voir utiliser son contrat, qui est un peu comme un contrat Money in the Bank, un petit peu comme un contrat, auquel il veut saisir sa chance, il l'a fait, il a saisi sa chance, mais il remporte pas le titre. Et même s'il l'a fait dans ce moment-là, je peux vous le dire, ça fait passer un petit peu, je suis d'accord avec les paroles de Marius, pour le coup je suis un peu d'accord, ça fait passer déjà Christian pour un con, donc ça le fait vraiment passer pour le pire des cons. Et est-ce que Jon Moxley ressort grandi de cet affrontement? J'en ai clairement aucune idée. Est-ce que Cope va avoir sa revanche un jour ou l'autre après s'être fini de Christian Cage? Parce que je suppose qu'ils vont repartir pour un tour pour encore un round entre Christian et Cope. Et auquel on est persuadé que ça va sûrement arriver. Donc voilà tout. Moxley veut quitter l'arène avec la mallette et le titre qui est à l'intérieur. Et il était persuadé d'être tranquille jusqu'à ce qu'il croise la route de Prince Nana qui lui barre la route et que voilà, il vient par hasard pour distraire Moxley. Mais dans le public, il y avait Swerve Strickland auquel il va se jeter sur Jon Moxley et il lance un message comme quoi c'est lui qui va l'affronter et auquel il est prêt pour avoir le titre. Donc il voudrait pour la deuxième fois être champion du monde de la EW. Et auquel, est-ce qu'il va être à la hauteur? On n'en a aucune idée. On n'en a vraiment, vraiment aucune idée. Et voilà, je pense que ça conclut ce show-là. Ça conclut le show de AEW Révolution. Et on en aura d'autres à l'avenir. Clairement, on en aura d'autres à l'avenir. Je pense notamment à Double or Nothing. Ce sera... je crois que c'est Double or Nothing. Mais il va y avoir aussi Dynasty. À ce qui paraît, ce sera en avril. Double or Nothing en mois de mai. Après, les All Out, les Forbidden Door, etc. Je pense que ça peut encore attendre, mais on va avoir d'autres shows à l'avenir. Pour moi aussi, il y aura d'autres shows auxquels je vais citer. Notamment, justement, les fameux sacrifices auxquels je pourrais en faire. WrestleMania nuit 1 et nuit 2, même Extended Delver, bref, un peu chargé pour moi. Tout ça me semble un petit peu chargé et auquel je ferai les vidéos de réaction auxquelles j'ai réagi bien sûr. Enfin, vidéo réaction. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Les vidéos auxquelles j'ai vu. Voilà, tout simplement. Donc je pense que tout est dit et que je préfère m'arrêter ici. Donc voilà, j'espère que ça vous aura minimum diverti, minimum d'avantages. Donc voilà tout, j'en ai un petit peu terminé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.